Est-ce que j'aurais pas mis un petit peu trop de temps à faire ma deuxième vidéo sur l'arcade? Oui! L'âge d'or des arcades, c'était entre 1975 et le début des années 80. Sauf qu'en 1983 va sortir la NES. Et elle est pas venue pour rigoler. Elle va faire un véritable raz-de-marée, ce qui va être vraiment un coup dur porté à l'arcade. En plus de ça, Nintendo va vendre sa Famicom au Japon à prix coûtant. Et la NES, donc la version internationale, sera juste un tout petit peu plus chère, mais juste pour couvrir les coûts d'exportation. 1490 francs en 1984, soit environ 430 € maintenant, conversion faite en prenant en compte l'inflation. Qui est pas si cher, hein. Nintendo vise à se rentabiliser sur les jeux, avec des jeux de qualité, labellisés Nintendo, pour pas faire la même erreur qu'Atari. Et avec ça, le jeu vidéo à la maison, ça va devenir de plus en plus à la mode. Parallèlement à ça, les fabricants de bornes d'arcade vont tenter de proposer ce que les consoles ne pouvaient pas faire. De meilleurs graphismes, des habitacles spéciaux, volants, armes, etc. Un exemple de ça, Super Brock 3D de Sega, sorti en 1982. Il s'agit tout simplement du tout premier jeu en 3D. Pas 3D isométrique, hein, non, la vraie 3D. Bon, c'est normal que vous le connaissez pas, il a fait un bide, mais il démontre ce combat de performance oublié. Dans un autre domaine, Virtual Combat, le tout premier jeu d'arcade en VR. Malgré le concept révolutionnaire et des graphismes sublimes, le jeu n'a pas réussi à séduire les joueurs, ce qui a fait que la société et le concept ont sombré dans l'oubli aussi rapidement qu'un bon jeu de plateforme. Alors c'est vrai, on se souvient plus de la guerre des consoles entre Sega et Nintendo que de la guerre entre l'arcade et les consoles. Même si c'est pas vraiment pareil, hein, parce que les éditeurs se retrouvaient souvent à la fois dans l'arcade et dans les consoles. C'est le cas de Nintendo, il faut pas l'oublier que la première occurrence de Mario, ça a été en tant que méchant dans la borne d'arcade Donkey Kong sortie un an avant la NES. Il s'appelait Jumpman à l'époque. Mais il y a aussi eu de belles réussites avec Dragon Slayer, littéralement la tanière du dragon, sorti en 1983 de AMC. Le système consistait carrément en un film interactif, dont les joueurs devaient soit faire le bon choix ou appuyer au bon moment pour éviter les pièges. Et là, on était typiquement sur un domaine que les consoles ne pouvaient absolument pas suivre. La borne exploitait un système de disque laser qui permettait de stocker des images vidéo et de les faire interagir avec le gameplay. Et on n'a pas lésiné sur les détails, avec Don Bluth aux commandes, un ancien de chez Disney, à qui l'on doit notamment Brisby et le secret de Nîmes. Franchement, on se fout pas de votre gueule. Et fin 1995, le magazine Electronic Games, référence incontournable du jeu vidéo, note Dragon Slayer en tant que meilleur jeu US de l'année. Et Dragon Slayer est très loin d'être le seul à utiliser la technologie du laserdisc. Certains concepts de gameplay, comme Cobra Command, s'y prêtent parfaitement, et le résultat est plutôt bluffant. Et d'autres, comme GP World, ça relève plus de la fausse bonne idée. Mais il y a un concept qui a vraiment sauvé l'arcade, un concept révolutionnaire, le versus fighting, avec l'arrivée de Street Fighter de Capcom en 1987, créé par Takashi Nishiyama et Hiroshi Matsumoto. Le versus fighting va profiter à l'arcade car c'est justement un type de jeu qui se joue à plusieurs. Sortir, rencontrer des gens, c'était la force de l'arcade. Street Fighter est un hommage au film de combat et selon les concepteurs, un film en particulier, Hard Time avec Charles Bronson de 1975, qui au Japon s'appelait justement The Street Fighter. Et quand je dis inspiration, je mâche pas mes mots, Alors, contrairement à une idée reçue, ce n'est pas Street Fighter qui a inventé le versus fighting, c'est Karate Camp en 1984. Alors, pourquoi ce jeu qui a inventé le genre n'a pas laissé sa trace dans l'histoire, parce que vous n'allez pas me faire croire que vous le connaissiez. Bon, il est quand même noté dans le livre Les 1001 jeux auxquels il faut avoir joué dans sa vie. En fait, le fait de pouvoir jouer l'un contre l'autre attirait certes du monde, mais c'était pas l'intérêt de la borne. Le mode principal de Karate Camp était contre l'ordi pour faire du high score, parce qu'encore une fois, c'était la mentalité de l'époque, mettre son nom sur la borne. À l'époque, c'était le jeune Jack Gale qui fut le recordman du monde de Karate Camp, et il avait 21 ans en 1987 et pris sa retraite au moment où sortit Street Fighter. Donc on ne saura jamais s'il aurait pu devenir le Mohamed Ali du versus fighting, le Kayane des années 80. Alors oui, tout le monde connaît Street Fighter 2 sur Mega Drive et Super NES, mais là on va parler de la première version et sur arcade. On ne pouvait jouer que Ryu ou Ken, qui étaient d'ailleurs deux clones, mais la particularité de cette version, c'était le nuancier de coups.
Capcom prévoit d'énormes boutons pneumatiques qui permettaient de faire en sorte que plus on appuyait fort, plus le coup porté faisait des dommages. Perso, je trouve le concept génial. Mais d'après vous, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Alors Capcom avait prévu le coup, avec une borne en bois de chêne plus résistante, car ils anticipaient l'exportation aux États-Unis, avec des joueurs qui frappent comme des bourrins. Et d'ailleurs, même aux États-Unis, les joueurs avaient pris l'habitude de frapper avec leurs pieds pour générer un maximum de dommages. Et le plus souvent, c'était pas la machine qui cassait, c'était le joueur. Alors Capcom a opté pour une nouvelle version avec 6 boutons de façon à remplacer le bourrinage par l'adresse avec la composition de coups. Et c'est d'ailleurs ce qui est devenu la norme pour le versus fighting. La borne a eu un petit succès et Capcom fit un second volet, Street Fighter 2, en 1991, créé cette fois par 2 autres développeurs, Nishitani et Yasuda, qui avoueront plus tard s'être inspirés d'un autre film, Street of Fire, sorti en 1984, pour le fait de choisir des combattants aux 4 coins du monde. Les personnages sont très caricaturés et chacun est parfaitement reconnaissable. Le jeu va faire un méga carton se vendant à plus de 12 millions de bornes dans le monde. Of course! Durant les années 90. Et à lui seul va relancer l'intérêt pour les salles d'arcade qui commençaient à décliner. D'ailleurs, sous l'impulsion d'un jeune employé, James Goddard, Capcom va organiser des tournois qui va pousser les joueurs les plus acharnés à s'entraîner justement sur les bornes. La version console était sortie entre-temps, au début des années 90, mais l'expérience arcade, c'était quand même autre chose. Et aujourd'hui encore, les compétitions de versus fighting se font sur quoi? Et sur un arcade pad, et c'est pas pour rien. La particularité de Street Fighter va être son nombre de versions ahurissantes. Chaque année, chaque nouvel ajout va donner lieu à une nouvelle version. Le versus fighting va petit à petit devenir un incontournable de toute salle d'arcade. Tous les studios qui développent des jeux d'arcade vont sortir leurs propres opus, Fatal Fury, Mortal Kombat, Killer Instinct, Virtual Fighter, King of Fighter, et j'en passe. Mortal Kombat d'ailleurs qui lui aussi fera un carton en jouant sur sa grosse violence qui tâche. À la fin des années 90, on a globalement 3 grands styles de jeux d'arcade. Les jeux de baston, les jeux de course et les jeux de tir. On pourrait aussi rajouter une autre catégorie pour tout le reste, mais ça on le verra plus tard. Pour ce qui est des jeux de tir, on n'allait pas lésigner sur l'immersion avec une variété d'armes, pistolets, fusils, snipers, mitraillettes, lance-roquettes, tir à rayon à laser, il y avait le choix. L'un des grands titres de cette période, c'est évidemment Time Crisis, produit par Namco, sorti en 1995, et dont la franchise continue toujours. Il s'agissait d'un rail shooter avec des cinématiques 3D entremêlées de scènes de tir. C'était l'un des très rares jeux à mettre en avant une histoire dans un jeu d'arcade. Le jeu se concentrait sur un héros appelé Richard Miller, un agent secret qui affrontait des terroristes et d'autres méchants qui avaient des plans de méchants. Bon, j'ai pas dit que c'était le prix Goncourt non plus, Time Crisis avait démocratisé le principe du double écran en coop, avec aussi un système de couverture. On appuie sur une pédale pour se mettre à couvert. L'immersion, toujours. Parmi les hits, évidemment, Zone 51 d'Atari, qui fut un succès majeur dans les arcades, vendant plus de 20 000 machines aux États-Unis seulement. Il a même constitué le premier pas d'un retour en force d'Atari, qui était à la fin des années 80 au bord de l'effondrement financier. En plus, en parlant de tir, je ne peux pas ne pas mentionner The House of the Dead de Sega, sorti à la fin des années 90. Et c'est vrai que maintenant, dans chaque salle d'arcade moderne, il y a un jeu d'horreur, vous savez, avec le petit habitacle pour se mettre dans l'ambiance. C'est un must-have. Le jeu était vendu avec un système qui permettait à l'opérateur de changer le sang de rouge à vert. Comme quoi on a compris la leçon avec Death Race, Moins c'est humain, plus la violence est acceptable. D'ailleurs, les jeux de tir se prêtaient parfaitement aux adaptations de films. On a la fameuse borne de Midway, Terminator 2, avec ses personnages digitalisés, et avec sur la borne l'immanquable bobine grandeur nature de Jorzy. On a aussi Rambo, Alien de Konami, forcément il fallait que le film se prête à la castagne. Tu vois, Danse avec les loups. Pas celui-là. Quant au board de course, ça constituait, et c'est toujours le cas, le minimum pour une salle d'arcade. L'immersion est facilement impressionnante, on peut facilement faire de bons habitacles, et bien sûr l'avantage graphique, 2 raisons pour l'arcade de parier sur la course. L'un des premiers grands succès, le fameux Hang-On, sorti en 1985, développé par Yu Suzuki, l'homme qui allait réaliser et produire d'autres énormes titres de Sega comme Virtual Fighter, Afterburn et Shenmue. Et oui, c'est rigolo, il fait un jeu de moto, il s'appelle Suzuki. Hang-On proposait aux joueurs de faire une course de checkpoint directement sur une moto. En fait, la borne était elle-même une moto, ce qui lancera une vraie mode dans l'univers des arcades, ce qui est toujours le cas aujourd'hui en plus d'ailleurs. Un an plus tard, Suzuki donna naissance à un autre classique avec Outrun, encore plus célèbre et plus révéré que Hang-On. Outrun proposait des courses similaires basées sur des checkpoints au volant d'une voiture de sport inspirée d'une Ferrari. Et il n'y a pas à dire, mais l'esthétique décapotable, jolie fille cheveux au vent,
C'était la mode à l'époque. Au cours des années 90, Virtual Racing de Sega n'est peut-être pas resté dans les mémoires aussi indélébile que certains autres jeux, mais il fut le premier jeu de course d'arcade majeur, et même l'un des premiers jeux de l'histoire, qui utilisait des polygones plutôt que des sprites pour les graphismes. À une époque où les graphismes 3D à base de gros polygones étaient encore un truc de ouf. Mais surtout, il lança une tendance révolutionnaire car Virtual Racing a été le tout premier jeu de course à offrir la possibilité de modifier l'angle de caméra à l'aide d'un simple bouton. Et si c'est pas stylé ça? Alors, Virtual Racing était peut-être le précurseur des jeux de course 3D, mais Daytona USA, sorti en 1994, a été la grosse révolution du jeu de course sur arcade. C'est la possibilité de connecter jusqu'à 8 bornes ensemble afin de pouvoir jouer en multijoueur, ce qui était une véritable première et en plus complètement dans l'esprit arcade, car on y va entre potes. Et à l'époque, une salle d'arcade sans machine Daytona, c'était un peu comme un restaurant sans pizza. Évidemment, l'arcade était et est toujours très loin de se limiter à ces grandes catégories. Entre les années 80 et 90, il y a eu une tendance à la standardisation des bornes, l'un des pionniers du genre étant le Deco Cassette de Data East, et comme son nom l'indique, les jeux étaient sur des cassettes que l'opérateur pouvait insérer dans la borne. Et oui, c'était un peu comme des grosses consoles. Et le pire, c'est que pour un jeu d'arcade, c'est même pas des cassettes type format audio comme ça se faisait pour les PC de l'époque, c'est des petites cassettes. Comme pour les magnétophones, toutes petites. C'est étonnant. Et forcément, oui, ça coûtait moins cher que d'acheter une borne dédiée. Et c'est dans cette même idée que Sega lança ses incontournables de toute salle d'arcade, la borne Aero City de 88, puis la Astro City de 93 et Blast City de 96. Alors, c'est pas le nom des jeux, c'est le nom de la borne elle-même. Les bornes marchaient avec des cartouches et pouvaient faire tourner plusieurs dizaines de jeux Sega. Sega avait d'ailleurs complètement repensé l'expérience arcade, on y jouait assis, avec un écran très large, une borne neutre, standard, blanche, ce qui tranchait pas mal avec l'arcade du début des années 80. On avait aussi dans la même veine les bornes Neo Geo, connues pour leur superbe graphisme, et bien sûr leur célébrissime Metal Slug, un run and gun militaire bourrin pour ados en mal de trucs à dégommer. À l'exception du Japon, et oui je sais j'ai toujours pas fait ma vidéo sur l'arcade japonaise, la hype des jeux d'arcade est aujourd'hui très basse. Alors c'est vrai, maintenant on a des bornes ultra modernes, high-tech, tout ça, mais il manque ce qui faisait la saveur des salles d'arcade, à savoir le bruit et l'odeur. Et oui, parce qu'entre tous les bips des bornes, on avait cette espèce d'odeur de tabac froid, de bière. C'est ça qui faisait la saveur des salles d'arcade, toute une époque. Alors si vous avez envie de retrouver cette magie, eh bien dites-moi en commentaire quel est votre jeu d'arcade préféré, je vous attends et à très vite pour de nouvelles vidéos. Et restez ouverts aux univers.